Amis internautes fidèles à 100% Culture, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous, pour ce numéro, quelqu'un. Il est un homme de théâtre qui s'y connaît pratiquement dans tous les métiers de cet art, parce que de l'écriture à la planche, il répond présent en passant par la mise en scène, bien entendu. Cet homme, il est jeune, mais du monde francophone, il est très connu aujourd'hui. On peut dire qu'il est devenu une icône du monde du théâtre, au moins pour tous les jeunes béninois qui s'intéressent à cet art. Il est venu nous présenter quelque chose de spécial. Cet homme, il a pour nom Giovanni Hwansou. Giovanni Sergio Hwansou, pour être plus précis. Giovanni, bonjour. Bonjour, Carlos. Je te souhaite la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être ici. Merci. Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter également à nos téléspectateurs, dans la mesure où c'est le monde francophone tout entier qui vous a célébré il y a de cela quelques jours, notamment le 30 septembre passé. C'était l'occasion de vous délivrer votre prix, le prix RFI Théâtre. Le prix RFI Théâtre, qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur Giovanni Hwansou? Je vais commencer par ce que c'est pour le monde, justement. Le prix RFI Théâtre a été mis en place par la maison RFI, que vous connaissez, pour encourager l'écriture dramatique dans l'espace francophone. On dit l'espace francophone, c'est tous les pays qui ont en partage la langue française et qui s'estiment être membres de la communauté francophone. Et donc ce prix a été mis en place il y a de cela 5 ans. Et chaque année, il récompense donc l'écriture théâtrale au niveau de ce monde-là. Et je suis le 5e lauréat. Voilà. Donc, avant moi, il y a eu un Congolais, une Libanaise, un Guinéen, un Camerounais, et puis cette année, voilà, c'est moi. Rappelez-nous en quelques mots le processus qui vous a permis de remporter ce prix. Bon, le processus est simple. Il est assez simple. D'abord, au mois de mars, chaque année, le comité d'organisation du prix lance les appels à candidature à l'endroit de tous les pays qui sont intéressés, qui sont concernés, et les auteurs soumissionnent avec un test qu'ils ont écrit, qui est donc leur œuvre. Et après, il y a une sélection de 12 tests finalistes. Ce n'est qu'après cette sélection qu'il y a une deuxième sélection qui se fait avec un jury de 12 membres, souvent, présidé par... cette année, la présidence a été gérée par une comédienne du nom de Fimine Richard, qui est très connue déjà. Et donc, c'est ce jury-là qui se voit et qui décide de qui est le lauréat parmi les 12 tests. Alors cette année, il y a eu 168 tests qui sont venus de 19 pays en compétition. Donc voilà brièvement. Le processus a donc commencé en mars-avril 2018. Il y a eu une première étape en août pour faire part au monde des 12 tests qui sont dans la phase finale. Et puis, le jury a statué au mois de septembre. Voilà. Ok, le 30 septembre, vous avez reçu votre prix. Oui. Eh bien, rappelez-nous un peu le test que vous avez présenté qui vous a valu ce trophée. Alors, le test que j'ai présenté s'intitule « Les inamovibles » et ça parle des migrations sud-nord, mais vu d'un point de vue de l'attente et du retour. Ok. Voilà, donc j'ai voulu parler surtout des gens qui restent dans l'attente de leurs parents qui sont partis, quels sont leurs sentiments, et parler aussi des gens qui ont eu une expérience de migration et qui reviennent, qui ont envie de retourner chez eux, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, en quoi ce retour peut être impossible, en quoi même s'il était possible, ces gens ne sont jamais sûrs de revenir complètement entiers. Voilà, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour dire que, vu l'importance du projet de migration, qui peut parfois prendre des années, voire toute une décennie, vous savez que les gens partent après avoir vraiment décidé d'y aller. Et tous les risques qu'ils prennent, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont déjà intériorisé le risque et qu'ils sont prêts pour ce risque-là. Certains partent même en se disant... Même si je meurs en cours de route, c'est mieux que
de mourir en partant, que de rester ici, parce qu'ici, il n'y a presque plus d'espoir pour. Donc, ce projet est tellement fort que quand ils reviennent ou quand ils décident de revenir, on est sûr qu'il y a une partie d'eux qui reste quand même de l'autre côté. Sur le vieux continent. Oui, voilà, une partie d'eux reste quand même. Et parfois, ça peut être des choses physiques qu'ils perdent. Il y a des accidents qui ont lieu, il y a des morts, il y a des gens qui ne reviennent jamais, tout ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de psychologique, voire même de spirituel. Moi, j'estime que le projet de départ est d'abord un projet spirituel. Tout à fait. Oui, certains sont chez eux, mais ils sont déjà là-bas, dans leur tête, dans leur esprit, ils sont déjà là-bas. Ils imaginent leur vie là-bas. C'est parce qu'ils ont tellement imaginé leur vie là-bas qu'ils ont trouvé la contenance nécessaire pour déplacer le corps. Enfin, c'est ce que je pense. Est-ce qu'on peut noter que pour avoir écrit ce truc, il vous a fallu vivre ou côtoyer des gens qui étaient vraiment dans cet esprit de départ ou des gens qui sont allés, en fait, des gens, vous avez parlé des gens. Est-ce que c'est des portraits que vous avez essayé de peindre dans votre ouvrage? J'en ai rencontré, j'en ai vu, je me suis beaucoup documenté parce que ce texte n'est pas écrit que sur la base de l'imagination. Oui. L'imagination est intervenue au moment où il fallait rendre tout ça sous forme dramatique. Oui. Voilà, donc travailler sur la dramaturgie et trouver la meilleure façon de saisir l'attention des gens. Oui. Et d'ailleurs, si en temps vous lisez, vous allez voir que c'est une écriture plurielle. Il y a de l'humour pour traiter les choses graves. Oui. Il y a de la mélancolie, de la nostalgie, de la poésie, il y a beaucoup de choses. Mais essentiellement, il était important d'aller au contact d'un certain nombre de réalités, d'aller voir les gens dans leur vie, dans leur quotidien. Et rassurez-vous, je ne me suis pas mis sur la route migratoire, non du tout pas. Mais nous avons l'opportunité d'avoir des moyens de documentation assez aisés aujourd'hui. Il y a Internet, il y a des témoignages qui ont été laissés par des gens qui ont vécu l'expérience et tout ça. Et une bonne partie du test est axée sur la vie en Afrique, la vie dans les rues africaines, la jeunesse, notre rapport à certaines choses comme par exemple le football, la culture. Et pour ça, je me suis déplacé, je suis allé en Guinée, qui est un petit pays, mais qui exporte beaucoup. La Guinée-Conakry. Okay. Qui est un tout petit pays, mais qui enregistre un fort taux de migration. J'ai vu les jeunes de la Guinée, que j'ai comparé avec la jeunesse du Bénin, parce que je travaille beaucoup sur la jeunesse. Oui. Je suis allé aussi à Bamako plusieurs fois. Je suis allé au Sénégal. Oui. Je suis allé en Gambie. Ah oui? Oui, qui est un pays dans le Sénégal, enclavé dans le Sénégal. Vous allez remarquer que quand vous quittez le Sénégal pour la Gambie, vous avez l'impression de changer de monde. La différence est flagrante. Ah oui. Et d'ailleurs, mon prochain test est un test qui porte sur une partie du Sénégal et une partie de la Gambie. C'est une parenthèse. Et tout ça, je l'ai fait grâce au soutien de l'Institut français de Paris, qui m'a donné une bourse. Parce qu'il faut le dire aussi, ce n'est pas la première fois que je participe au prix RFI. D'accord. J'étais déjà dans les 12 finalistes en 2016. Ah oui? Oui, avec mon test Course au soleil, qui avait été remarqué déjà. Puis en 2017, avec un autre test qui s'appelle La rue bleue, oui, qui porte sur le choc entre les dispositifs d'urbanisation et la vie sociale des gens, où je parlais de notre quartier Zongo. Voilà. Oui, voilà. C'était bien avant les déguerpissements. Ah oui. C'était bien avant. Je ne savais pas que les déguerpissements arrivaient. Dans le futur. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, je parlais justement du quartier Zongo, et que j'ai essayé d'écrire un test sans vraiment nommer que c'est dans le test, j'ai parlé de Zongo Park. Oui.
en lien avec d'autres quartiers du monde sur lesquels nous avons des idées un peu noires, comme par exemple les banlieues parisiennes, les favelas au Brésil, les townships en Afrique du Sud, des quartiers où tout le monde estime qu'il ne faut pas aller là-bas, que c'est des quartiers dangereux. À risque. Et donc, un jour, le gouvernement décide de tout raser, de virer tout le monde et de reconstruire le quartier. Mais le choc que ça crée, c'est qu'il y a des gens qui sont nés là, qui ont vécu là toute leur vie. Leur placenta a été enterré là. Ça, c'est la culture africaine. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment important pour eux ou pour tout le monde que même dans un sursaut, dans un élan d'urbanisation, qu'on veille à ce que les gens ne soient pas, j'aime le dire, arrachés. C'est plus fort que déraciner. Oui. Déraciner, ça donne l'impression de... Vous avez plusieurs façons de déraciner quelque chose. C'est-à-dire vous pouvez creuser et sortir. Tout. Oui, mais ici, il y a une sorte de violence que je voulais exprimer, c'est arracher à leur terre comme ça. Et tout ce que ça a comme poids psychologique et spirituel derrière, c'est important. Donc ce test avait déjà été remarqué. Et voilà, donc c'est ma 3e participation. Et entre 2017 et 2018, j'ai donc eu la possibilité d'avoir une bourse avec l'Institut français de Paris qui s'appelle Visa pour la création. Oui, oui. Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui nous suivent parce que Visa pour la création a été lancé de nouveau pour l'année 2019. Oui. Actuellement, c'est en cours. Tous ceux qui ont envie d'y postuler peuvent aller sur le site de l'Institut français de Paris. Tous ceux qui sont inspirés par l'écriture. Par l'écriture, non pas que par l'écriture dramatique, parce que Visa pour la création, c'est aussi pour les musiciens et pour les plasticiens. Donc, c'est juste une opportunité pour que l'artiste puisse voyager, faire 3 mois dans un autre pays et approfondir sa recherche sur une thématique et sortir ses œuvres. Voilà, quelque chose de ce genre. Ok, il paraît qu'il y a une version fond des Inamovibles. Vrai ou faux? Pour l'instant, pas à ma connaissance. Bon, parce que dans des commentaires, j'ai appris qu'il y avait une version fond de cette thèse et je me suis dit, ah oui, ce serait très intéressant. Mais est-ce que vous avez un projet de ce genre? Bien sûr que oui, mais bon, je ne sais pas comment les choses arrivent à fuiter aussi rapidement. Sinon, on a bien entendu un projet de ce genre parce que quand je suis allé au Mali, j'ai remarqué qu'ils essaient de développer un théâtre. Je fais un clin d'œil au praticable de Lamine Diarra. Donc, un théâtre qui a un rapport très, très étroit avec la rue. Et c'est des gens qui écrivent directement en bambara. Et il y a même des auteurs français qui viennent faire des travaux de recherche sur ça. J'ai vu quelqu'un que vous devez connaître ici, qui est passé ici, Michel Beretti, qui est actuellement au Mali et qui fait un travail aussi sur l'écriture théâtrale en bambara. Il y a des formations autour de ça. Et nous, on a vraiment envie que nos populations aussi accèdent à nos tests. Et on se dit, pourquoi ne pas remettre tout ça dans nos langues, c'est possible. Oui, mais vous avez remporté le prix RFI Théâtre dans un contexte où on a l'impression que le théâtre béninois est en régression, dans la mesure où il n'y a plus autant de création que par le passé. On dirait qu'il n'y a même plus de financement pour le théâtre au Bénin, ce qui fait que les troupes tournent un peu trop le doigt, les gens n'ont rien à faire. Et vous, c'est dans ce contexte que vous avez réussi à gagner le prix RFI Théâtre. Dites, où est-ce que vous avez puisé les ressources qui vous ont permis de réaliser ces œuvres-là? Parce que 3 œuvres en 3 ans, il faut pouvoir le faire. Les ressources, oh mon Dieu. Question embarrassante. Ça dépend de quelles ressources vous parlez. Si vous parlez des ressources matérielles, je vous ai dit quelles sont mes sources de financement. Là, maintenant, je viens de les livrer. Oui, mais au-delà des finances, il faut l'ambiance générale qui donne envie de travailler, qui donne envie de... Alors, je vais vraiment vous surprendre. Parce qu'on a des garanties, ça va jouer ma pièce et tout. C'est beaucoup de choses quand même, des paramètres. Non, je vais vous surprendre. Peut-être que je ne vais pas vous surprendre. Mais je sais que moi, je tire mes ressources de cet environnement difficile. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui. La plupart de tout ce que je fais part toujours de là. Quand je rencontre la difficulté, bon, moi, je n'estime pas que c'est le seul problème que je peux avoir, que mes amis, ceux qui sont
avec moi, ma génération qui partage ma pensée, le seul problème que nous pouvons avoir, c'est de ne pas savoir le problème que nous avons. Ah ouais. Une fois que nous savons le problème que nous savons la solution qu'on a appliquée. N'est-ce pas? Oui, donc tout part de là. Mais dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous dire les gens là qui vous ont inspiré, ceux qui vous ont donné envie de travailler, d'aller au bout ici au Bénin, des hommes de théâtre, pas forcément au Bénin, mais quels sont les gens qui vous inspirent le travail comme ça? Je vais commencer par des gens qui m'inspirent au quotidien. Ah oui. Voilà, vraiment au quotidien. Donc, je laisse de côté le volet, je dis, parce que quand vous parlez d'inspiration, je peux parler de ceux qui écrivent, ceux dont l'écriture m'a influencé. Oui, un peu, bon, je commence par là. Je vais parler d'un auteur franco-algérien du nom de Mohamed Moulay Seoul, qui signe ses œuvres du nom de Yasmina Kadra. Yes. Je parlerai de Aristide Tanagda au Burkina Faso. Je parlerai de Camille Amouro au Bénin. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, humainement, mais aussi artistiquement. Franchement... Un monsieur assez discret. Oui, très discret. Alors là, très discret. Je ne sais pas si vous le connaissez, Camille Amouro, mais... Je le connais, je l'ai fréquenté. Okay. C'est le promoteur de la médiathèque des diaspora. Qui fait beaucoup de choses dans l'ombre cachée. Et qui écrit des textes poignants par moment, qui attirent notre attention sur beaucoup de réalités que nous faisons semblant. Exactement, exactement. Alors, Camille Amouro, je l'ai rencontré tout récemment, mais vous savez, j'étais abonné à la médiathèque des diaspora. Oui. Et quand je voyais ses œuvres, son nom un peu partout, je me suis dit, c'est peut-être, à un moment donné, je me suis dit, c'est un blanc. Ah oui. Puis plus tard, quand j'ai compris que c'est un noir, je me suis dit, il est peut-être déjà mort. Ah bon? Oui. Mais je l'ai rencontré tout dernièrement et il m'a fait l'honneur de lire mon roman, qui n'est pas encore édité, qui est là. Et il a lu d'un œil. C'est un détail. Il m'a écrit une 4e de couverture, très belle 4e de couverture. Wow. Donc j'attends. Quel honneur. Quel honneur, vraiment. Là, je suis en train de chercher du financement pour éditer le roman, parce que c'est un roman qui porte sur la vie. J'aime écrire sur la vie. Au passage, on peut rappeler que Camille Amouro, c'est un Béninois, il est du nord du Bénin. Oui, il a un frère qui a fait de la musique, qui a joué dans le groupe Zapata Boys, qui s'appelle Urbain Amouro, qui en son temps aussi s'était fait beaucoup remarquer, sans qu'on ne sache que c'était son frère. Ok, d'accord. Et puis, je vais parler de Ousmane Aledji. Ah oui. Oui, pour son écriture que je respecte énormément. Donc voilà, en matière d'écriture, un peu voilà. Mais en matière je vais dire, d'envie de travailler, alors là, je vais tirer un chapeau à Claude Balogun. Ah oui? Oui. Ce que je lui dis souvent, je dis, si à son âge, il a encore toute cette force-là, la fougue avec laquelle je le vois travailler, je me dis, mais moi, je suis un paresseux. Ah oui. Je suis un vrai paresseux. Et là, je me remets à travailler. Ah oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il porte plein de projets. Il aide beaucoup de gens sur la base de ses propres projets. Il a une force terrible. Et il a une... je ne sais pas comment dire ça, mais en matière de présence dans le monde culturel, il est très présent. Mais ceux qui le connaissent de loin peuvent ne pas comprendre ce que je dis. Mais moi, je l'ai fréquenté. Plus tard, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et je vous assure, on est resté des nuits entières à écrire. N'est-ce pas? Des nuits entières. Je dis des nuits entières. Je n'ai pas dit une nuit. Je n'ai pas dit 2 nuits. Je dis des nuits entières à écrire. Donc, avis à ceux qui ont l'habitude de critiquer Claude Balogun? Bon, je ne sais pas. C'est normal qu'on critique un homme, c'est normal. Donc, critiquer dans les deux sens, je veux mais dire. croyez-moi, mais croyez-moi, avant que je n'aille faire mon expérience avec Claude Balogun, malheureusement, pour moi, je suis de ceux qui aiment faire les expériences. À chaque fois qu'on me parle de quelqu'un en mal, j'aime aller faire mon expérience pour tirer mes conclusions. Et j'ai fait mon expérience avec la plupart des grands acteurs du monde culturel béninois. Emma Spagidi, enfin, je travaille avec Ousmane Aledji, j'ai travaillé avec, bon, pas vraiment avec Aloubine Dine, mais un peu, juste un peu, beaucoup d'entre eux. J'ai tiré mon expérience d'eux. Et je n'ai pas vraiment été déçu par eux. N'est-ce pas? Seulement, je pense que
il y a un vrai problème de communication, des appréhensions, des préjugés qu'il faut décapsuler, qu'on n'arrive pas à faire. Puisque moi, ayant fait avec chacun d'eux, je n'ai pas vraiment été déçu. Et l'opinion est toute faite? Oui, oui. En fait, avant que je n'y aille, il y avait déjà une opinion un peu bizarre qui pouvait bloquer. Oui. Mais quand moi j'y vais, que je fais mon expérience, je me rends compte qu'en réalité, ce que j'ai entendu avant d'aller rencontrer ces gens-là, ce n'est pas tout à fait ça. Chacun d'eux est particulier. Bon, voilà. Puisque vous avez évoqué le nom de Claude Balogun, je sais que vous avez fait récemment une expérience avec lui sur son projet Sapabon. Oui. Un projet qui était né sur la chaîne 2, la chaîne 2 et oui. LC2, oui. qui avait disparu, mais qui est revenu aujourd'hui au devant de la scène. Rappelez-nous un peu le contexte de ce projet, comment vous y êtes allé et ce que vous faites sur ce projet. Le contexte est très banal, hein. C'est des films de 1 minute à 3 minutes pour dénoncer des faits de société, des choses que nous faisons mal. Et nous avons redémarré avec quelques acteurs qui ont choisi de faire avec nous volontairement. Moi, je suis là en tant que scénariste, mais aussi en tant qu'acteur. N'est-ce pas? Voilà, donc je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Par exemple, à tout hasard, la dernière fois, je rentrais chez moi quand j'ai vu une dame à 23h00. Oui. Elle était sur mon chemin de retour. Oui. C'est une route sablonneuse, oui. si je me permets le terme. Et donc, elle avait une bassine. Elle avait un de ses enfants à côté qui avait un seau. Oui. Ils étaient en train de ramasser le sable. Et là, je les avais dépassés, je me suis arrêté, je suis revenu en arrière. Oui. J'ai dit, madame, vous faites quoi? Dit qu'ils sont en train de ramasser un peu le sable. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, non, qu'ils avaient pris du sable et que comme l'eau a coulé, j'ai dit, vous avez pris du sable, l'eau a coulé. Vous êtes où? Figurez-vous, la dame, elle est à au moins 500 mètres de l'endroit où je l'interpelle. Ah oui? Oui, au moins 500 mètres. Et elle a compris qu'en réalité, elle a tort. Ouais. Elle m'a dit, bon, vraiment de l'excuser, qu'en fait, que leur douche, il a plu et que leur douche est un peu humide, inondée, donc ils ont envie de remblayer un peu. J'ai dit, bon, maintenant, quand vous allez ramasser le sable de là et qu'il va pleuvoir ici, il va se passer quoi? Donc, bon, comme je n'étais pas muni de la force publique, je ne pouvais pas l'empêcher. Ah, oui. Donc, moi, j'ai tourné ma moto, je suis parti. Je pense qu'elle a continué. Mais au moins, c'est une conscience touchée quand même. C'est l'éducation civique? Oui, bien sûr. Elle sait désormais que si elle le fait, que ce n'est pas bien. Et non seulement que ce n'est pas bien, mais qu'elle peut se faire arrêter à tout moment. Ah, oui. Donc, c'est ce genre de concept que nous essayons de retranscrire sous forme d'audiovisuel pour que ça aille plus loin, des choses banales. Et d'ailleurs, je lance aussi un appel. S'il y a des gens qui tombent sur des situations un peu bizarres, qui peuvent nous inspirer, il n'y a aucun souci, ils peuvent nous en parler. Nous, on va remettre ça sous forme de scénario, tourner et retourner ça à la société. Ce n'est pas à nous. Je voudrais bien aller à votre école. Oh. Parce que ça m'intéresse très bien. Mais bon, je sais que cette émission tire déjà vers sa fin. Et est-ce que Giovanni Wansou peut nous faire le plaisir de nous rappeler un peu son parcours surtout par rapport au théâtre? J'ai bien envie de rappeler très brièvement mon parcours par rapport à... Oui, même en 30 secondes. D'accord. Si vous vous rappelez très bien, dans les années 2000-2001, j'étais allé vous voir avec un groupe de musique. Je me rappelle. Voilà. Donc, je me rappelle bien. Donc, je suis passé par beaucoup de disciplines. Oui. Mais le théâtre a toujours été la discipline primaire. Donc, j'ai commencé le théâtre en tant que comédien au Sujet Bigamé. Je suis arrivé à l'ensemble artistique culturel des étudiants. J'ai été comédien, puis metteur en scène, puis je suis passé directeur de l'ensemble artistique et culturel. Je suis allé à l'international à partir de là, dans les clubs UNESCO, pour diriger le festival scientifique des clubs UNESCO. Puis, revenant à Cotonou, je suis tombé sur la scène professionnelle. J'ai travaillé avec le théâtre Kokou, Olaïtan et Kokou, c'est Claude Balogun? Non, Kokou Yemandje. Ah, Arsène. Oui. Ok. Voilà. Avant d'être recruté à l'ensemble artistique national où j'ai fait 3 saisons. Oui. Et je suis parti de là. Mais j'ai commencé à écrire réellement en 2012. Okay. Avec ma première pièce, 7 milliards de voisins, qui est actuellement jouée, qui est en tournée. Ensuite, j'ai écrit Course au soleil,
Ensuite, j'ai écrit La rue bleue. Oui. Puis, actuellement, Les inamovibles. Et il y a 2 autres textes qui sont dans mon ordinateur, en plus d'un roman. Donc, voilà, brièvement, mon parcours. Pendant que vous préparez votre voyage sur la France pour recevoir ce prix, quel avait été le comportement des autorités béninoises et de vos aînés de la profession? Ça, c'est 2 volets différents. Les autorités béninoises, je ne les ai pas avertis officiellement. Mais ils n'ont pas été, je ne les ai pas touchés sur le processus. C'est une fois que j'ai reçu le prix, que quand je suis revenu, j'ai été les voir. Le ministre m'a appelé. Non, le ministre m'a appelé quand j'étais en France déjà. Il m'avait appelé pour me féliciter. Et j'insiste sur quelque chose. Le ministre n'a pas tenu à ce que je le rencontre publiquement. C'est moi qui ai insisté. Parce qu'il avait aussi quelques appréhensions, connaissant un peu comment nous réfléchissons, tout ça. On aurait dit, voilà, le jeune homme a pu gagner son prix, vous avez récupéré la situation. Et j'ai trouvé ça raisonnable de sa part. Mais je lui ai dit, j'ai fait une école, en la présence de l'autorité, il est absolument important pour moi qu'il puisse voir ce prix avant que je ne rentre dans la presse. Donc j'ai tenu à ce qu'il revienne de Erevan, que j'aille le rencontrer publiquement. Et il m'a même dit le jour-là, est-ce que tu tiens vraiment que ce soit devant la presse? Sinon, ça ne me gêne pas qu'on le fasse à huis clos. Je te dis ce que j'ai à te dire et je vais t'accompagner des choses. Donc, c'est vraiment moi. Et pour ça, je dis merci. Et voilà. Monsieur Wansou, vous allez nous présenter votre prix ici sur ce plateau et vous allez nous dire en quelques mots ce qui a changé depuis que vous avez gagné ce prix. Si vous permettez, je vais me permettre de le toucher quand même. Bien sûr. Je n'ai jamais écrit aussi bien, mais je me permets quand même de faire voir à nos amis internautes le prix que Giovanni Wansou a remporté, un prix qui honore le Bénin tout entier. Bien sûr. Dites-nous en 2 secondes, qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez gagné ce prix? Oh, qu'est-ce qui a changé? Je continue d'écrire, tout simplement. Merci. Oui. Quelle humilité. Non, pardon. Chers amis internautes, vous avez bien compris, nous avons chuté sur la présentation de ce prix et il faut le faire. Monsieur Giovanni Sergio Wansou, il s'est vraiment sacrifié, il a travaillé, il a fait. Il a parlé de ces gens-là qui pensent que tout est gâté en Afrique, qui prennent la route de l'Europe, au risque de mourir en mer ou n'importe où. L'essentiel pour eux, c'est d'arriver là-bas. Lui n'est pas allé là-bas, mais en prenant pour prétexte ce qui arrive à ceux-là, lui, il a gagné un prix. Et il y a beaucoup de personnes ici en Afrique qui, au lieu de traverser directement la mer, traversent la mer avec leurs idées, traversent la mer avec leurs âmes, traversent la mer avec leur art. Et cela, ça paye toujours. Donc, en restant ici, nous avons de la matière. Au moins, en matière culturelle, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui vont nous permettre d'aller dans ces pays-là et être respectés, revenir chez nous avec beaucoup de dignité. Sur ce, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt sur 100% Culture.